Avant de vous saluer et de répondre à vos questions, je vais remarquer qu'il y a ici beaucoup trop de monde. Et on vous propose la solution suivante. Puisque je suis ici, je parle ici, Madame Duras parle à Richelieu, Claude Roy à Michelet, Axelos et Mascolo à Quinet. Par conséquent, vous pouvez et on m'avait dit que vous en aviez assez des cours ex-cathédrale. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, avec une radio et puis vous tous? C'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit que je parlerais au milieu de vous et que je répondrais à vos questions, mais non pas que je ferais un cours comme j'en ai fait au lycée autrefois. Vous êtes ici pour changer l'université, eh bien, mettez-moi au milieu de vous, et puis qu'il y en ait un certain nombre qui s'en aillent, et que les autres me posent des questions, discutent avec moi. Nous sommes venus comme écrivains pour faire un dialogue avec les étudiants. Je crois que nous pouvons nous mettre à votre service. Et nous voulons le faire. Mais pour cela, il faut très exactement que nous nous soumettions à votre critique. Autrement dit, vous êtes une université critique, eh bien, posez les questions. Mais comment voulez-vous que je fasse, moi, avec vous? À quelles questions est-ce que je peux répondre? Comment est-ce que je les entendrai, les questions? Hein? Est-ce que vous voulez que ce soit une réunion de travail? S'il vous plaît, du silence, qu'on entende le camarade poser sa question. Monsieur Jean-Paul Sartre, vous avez dit l'enfer, c'est les autres. Camarade termine sa question, s'il vous plaît. Suivant ce que l'on aime, on va bienvenue sur la lutte de M. Jean-Paul Sartre. S'il vous plaît, le camarade n'a pas terminé. S'il vous plaît. Je demande à M. Jean-Paul Sartre ce qu'il entend quand il dit l'enfer, c'est les Demandons un peu de silence dans cette salle. Nous perdons énormément de temps à rétablir l'ordre. S'il vous plaît, soyez disciplinés, écoutez les orateurs, écoutez les questions. Merci. Moi, je ne demande pas mieux que de répondre à cette question, mais j'ai peur que ça nous fasse perdre beaucoup de temps. S'il vous plaît.
Certains jours, c'est davantage d'être grand, d'autres non. Bon, pose ta question, s'il te plaît. Oui. Non, pas toi. Si tu veux, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Non. Répète ta question. Des facultés ouvrières. C'est ça ta question? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que on devrait supprimer les notions de faculté d'étudiants, en ce sens que les études devraient être ouverte à tous. Je ne pense pas que, en effet, l'on doit parler de facultés aux ouvriers ou aux étudiants, mais des facultés à la jeunesse, c'est-à-dire à l'ensemble des travailleurs du pays. En particulier, il me paraît que, dès à présent, on peut revendiquer que les apprentis et les jeunes ouvriers aient au moins 2 jours par semaine où ils puissent venir fréquenter les facultés aux côtés de leurs camarades qui sont en ce moment étudiants. Je pense que la notion d'étudiant est une notion qui devrait être appelée à disparaître dans une autre société. De même, je considère que les cités universitaires ne devraient pas être des cités universitaires, mais des cités de la jeunesse, c'est-à-dire ouverte aussi bien aux jeunes ouvriers ou aux jeunes apprentis qu'aux jeunes étudiants, car il n'y a aucune raison que seuls les étudiants tels qu'ils sont aujourd'hui profitent des avantages de ce qu'on appelle la cité universitaire, c'est-à-dire les loyers modérés et certains avantages au restaurant. Ceux-ci doivent être donnés à tous. Et je crois que votre mouvement qui consiste à rapprocher ceux qui sont aujourd'hui les étudiants des jeunes travailleurs à ceci d'excellent et pourrait se concrétiser si précisément il était possible maintenant d'établir des liens concrets en réclamant, par exemple, des lieux de travaux communs comme l'université actuelle où les ouvriers, les jeunes ouvriers pourraient venir, des lieux de rencontre, des unités d'habitation communes, c'est-à-dire des cités ex-universitaires largement ouvertes et qui deviendraient des cités de la jeunesse. S'il vous plaît, pour la continuation du débat, nous pensons que l'ordre et le silence sera mieux établi si les questions sont posées par écrit, car de toute façon nous ne pouvons pas poser nos questions. Nous ne pouvons pas de toute façon voir toutes les mains levées et donner la parole de cette manière. Faites circuler les questions, nous les transmettrons immédiatement à Jean-Paul Sartre. Merci. Faites passer les questions. Dans le coin à gauche, d'abord. Faites passer les questions. Si vous me permettez, je m'objecte que ça n'est pas très démocratique, parce que, d'abord, je ne sais pas qui a posé la question, et je ne sais pas à qui je réponds.
Alors, à mon avis, un contact. Je comprends toutes les difficultés qu'il y a à parler ici. Ça n'est ni votre faute ni la mienne, mais tant pis, on va essayer de s'arranger comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas les questions par écrit pour qu'il y ait un contact entre nous. Mais si vous gueulez tous quand on me pose une question, alors on est bien obligé de revenir au système écrit. Donc, soyez vous-même votre démocratie. Je vous en prie. À la situation dans le monde. Situation d'inégalité. Je m'excuse, mais je ne comprends pas tout à fait la question. Je considère plutôt que dans une grande partie du monde, il y a une légalité, mais que cette légalité est la violence qu'on fait aux gens. Illégalité. Non, inégalité, demandez. Ah, bon. Je m'excuse. Bon. Il me semble. Silence! Sortez les cons plutôt. Première fois depuis très longtemps, les étudiants et les intellectuels et les ouvriers d'autre part, que les circonstances en France et aussi certaines actions, certains intérêts ont séparé depuis près de 50 ans, se retrouvent. Et je pense que dans la façon même dont ils se retrouvent, il y a quelque chose qui fait sauter les inégalités, qui peut arriver à les faire sauter. Je vais m'expliquer. En ce moment, chez vous étudiants, M. Perpit, ministre de l'enseignement national, prétend qu'il y a 10% d'ouvriers. Il ment évidemment, donc disons qu'il y en a 5 à 7%. 7%. Le reste sort des classes moyennes ou de la bourgeoisie aisée. Pour que vous, dans votre mouvement, vous, fils de bourgeois, vous ayez éprouvé le besoin d'aller vous allier tout de suite aux classes travailleuses, pour que vous ayez pensé que la seule façon de gagner votre lutte, c'était de vous allier à la plus grande partie des hommes qui souffrent de l'inégalité, il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. C'est par cette raison que je trouve que l'inégalité, effectivement, le but de votre mouvement en liaison avec ces idées travailleurs ne peut être que de la supprimer. Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers. Et ils s'unissent non pas
pour des revendications minima, mais pour un programme révolutionnaire. C'est ça qui me paraît un des faits les plus importants de cette grande révolte d'aujourd'hui. Je vous demande de ne pas applaudir parce que comme ça ne donnera à personne l'envie de me siffler. Je pose la question, s'il te plaît. Il y a quelqu'un du mouvement étudiant qui a été critiqué à la fois à droite et à gauche. Je voudrais savoir comment Jean-Paul Sartre se situe par rapport à celui dont vous pensez tous qu'il s'agit de Daniel Cohn-Bendit. Je vous dirai que si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à lire l'Observateur d'aujourd'hui, car je me suis entretenu longuement avec lui chez moi avant-hier. Alors comment est-ce que vous expliquez, s'il vous plaît, qu'il y ait de telle unanimité dans la détestation de cet étudiant qui va du Figaro à Minute jusqu'à l'humanité? Je pense que ce que l'on est dans Cohn-Bendit, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il n'est pas certes, il refuse de le dire, refuserait le nom, il n'est certes pas, il ne fait pas partie de l'aile marchande, mais comme il dit, il est minorité, il fait partie d'une minorité agissante. Autrement dit, vous suivez un certain nombre de ses suggestions, vous les faites vôtres, et il maintient ce mouvement sur le vrai plan de contestation où il doit rester, au lieu de le faire rentrer dans des ornières de partis ou dans des ornières de revendications qui sont immédiatement reprises par le pouvoir. Le pouvoir, ce ne serait que trop content que vous réclamiez certaines choses très précises, et celles-là seulement. Précisément, le mouvement de révolte, d'insurrection, reste dans son aspect critique et négatif grâce à des hommes tels que Cohn-Bendit. Et tous les pouvoirs établis, qu'ils soient à droite ou à gauche, car il y a des pouvoirs à gauche comme à droite, ne peuvent pas supporter cette contestation des pouvoirs. Bon, vas-y. Écoutez la question du camarade. Si la condition de laquelle a porté, mettre à la portée de tout le monde, là, Je prie le camarade de répéter sa question beaucoup plus fort, nous n'avons pas entendu. et alors il y aurait la possibilité, l'indicateur universitaire pourra être à la portée de tout le monde sur une candidature de sexe. Une distinction de sexe. Je vous demanderai de bien vouloir écrire votre question, parce que nous ne pouvons pas l'entendre. Alors, hurlez-la. Si le camarade peut écrire sa question, elle sera relue ici au bureau. Je passe la parole à un autre camarade. S'il te plaît, vas-y. Comment analysez-vous les réticences Comment analysez-vous les réticences de la CGT à l'égard des étudiants qui vont vers les ouvriers et qui cherchent une solidarité profonde avec eux? Comment surmonter ces réticences? Comment les briser? Je répète la question pour tout le monde. Comment analyser les résistances de la CGT aux étudiants qui cherchent à rejoindre les travailleurs et comment peut-on les surmonter? Comment on peut les analyser, ça encore à la rigueur, je peux le savoir.
comment on peut les surmonter, ça n'est pas moi qui vous le dirai. Oui. Bah, il est très évident que le mouvement de grève actuel a eu pour origine l'insurrection des étudiants. Il n'est pas douteux que les mouvements de grève sont passés par la brèche faite dans le système par la révolte étudiante. Et il n'est pas douteux non plus que ces mouvements de grève ont eu à l'origine des jeunes ouvriers comme promoteurs. Il semble bien, au fond, il y a eu un facteur décisif, c'est la grande manifestation du lundi, où 800 000 personnes, travailleurs et étudiants, ont été ensemble, où un premier contact a été établi, et où en somme, les jeunes ouvriers se sont dit, pourquoi pas nous? Mais à partir de ce moment, on peut dire que ces grèves, je ne dirais pas qu'elles ont débordé la CGT, qui est trop bien installée, mais en tout cas, elle a mis la CGT sur une position de suivi. Il a fallu, pour reprendre ces grévistes, les accompagner dans leur mouvement, coiffer le mouvement, et finalement, éviter surtout cette démocratie sauvage que vous avez créée, vous, et qui aurait pu s'établir si les jeunes ouvriers avaient fait la même chose que vous. Démocratie à laquelle vous devez venir, démocratie qui dérange toujours les institutions. Or, la CGT est une institution. Dans ces conditions, vous comprenez évidemment la réaction de la CGT, elle est claire. Il y a, semble-t-il, deux espoirs. L'un, c'est que, quand même, les contacts avec les jeunes ouvriers, si vous n'y renoncez pas, fassent comprendre enfin à tous les travailleurs qu'il n'est pas question pour vous de diriger ce mouvement des travailleurs, que vous n'avez jamais songé à le faire, vous voulez vous y joindre, que vous voulez défendre vos intérêts et les leurs, mais en vous mettant à votre service, que vous souhaitez les voir ici pour parler avec eux, mais qu'il n'est pas question pour vous de diriger. Il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas contagieux. Ça, c'est de l'autre côté alors. C'est du côté de la CGT. Si la CGT est arrivée à comprendre qu'il est de son intérêt de vous laisser un contact avec les jeunes, je voudrais bien qu'on éteigne ces lampes, s'il vous plaît. Mademoiselle Marie-Noël Bourboulot est attendue au bureau de coordination. Un télégramme urgent l'attend. Je répète, Mademoiselle Marie-Noël Bourboulot est attendue au bureau de coordination. Un télégramme urgent l'attend. Merci. Que chaque photographe prenne sa photo du journal. C'est la bonne. Sinon, la circulation, elle sera Comment prévois-tu la société qui se prépare actuellement, cette société ayant déjà dépassé le cadre étudiant? Je pense qu'il ne faut pas prévoir. À ce degré, ce serait de la prophétie.
Il s'agit simplement de voir ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, à mon avis, c'est une nouvelle conception d'une société socialiste qui serait basée sur la pleine démocratie. Autrement dit, une liaison du socialisme et de la liberté. À mon avis, c'est ça qui doit être cherché, bien sûr. C'est ça qui est en train de se chercher. Est-ce que cela peut, c'est ça que vous faites en ce moment. Ce que j'admire chez vous, au fond, c'est votre liberté et votre autodiscipline. Je puis, par exemple, et non, écoutez, vous étiez très embêtant au début, et puis, depuis un moment, vous vous êtes vous-même fait votre discipline, et vraiment, on pourrait croire qu'il y a un service d'ordre aussi. Mais là, il n'y en a pas. Alors, c'est vous dire, c'est ça, par exemple, que je trouve remarquable. C'est que c'était une salle houleuse, elle a décidé de ne plus l'être, mais comme ça. Vraiment, c'est la démocratie directe. Et elle ne l'est plus. Il ne s'agit pas de vous flatter, parce que je vous dis, au départ, je me disais, ça va être dur de se faire entendre. Eh bien, ça n'est pas difficile du tout, parce que vous le voulez bien. Et si vous ne le vouliez plus dans 5 minutes, je sais que ça ne serait plus du tout possible. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est cette liaison d'une totale démocratie que vous cherchez, avec, et qui est une démocratie qui, au fond, a des origines dans la démocratie bourgeoise, dans la mesure où vous êtes à 90% des fils de bourgeois. Mais, en même temps, cette liaison de ça avec le divorce complet avec la classe bourgeoise et la recherche de l'égalité avec les travailleurs, ce sont ces deux choses que je trouve essentielles dans votre cas. C'est-à-dire, donc, démocratie et socialisme. Oui, il y avait une question depuis longtemps sur la droite, la dame. Là. Vas-y, la camarade là. La camarade en blanc et noir, s'il te plaît. Fort, très fort. Paul Sartre, est-ce que... Non. Vas-y. Jean-Paul Sartre. Suffit, assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Pose ta question très fort. Je voudrais savoir. où il faut tout de même un minimum de réalisme et où je pense qu'il y a une question de productivité, de salaire, ou une question purement matérielle, je suppose. Pensez-vous que ce mouvement puisse s'intégrer parfaitement dans un monde où l'on doit produire de manière concrète et où la contestation peut, si vous voulez, s'intégrer, mais d'une manière différente de celle des intellectuels? Et une deuxième question, si vous le permettez. Non, madame, écoutez, une question à la fois, s'il vous plaît. Alors, je vous réponds à celle-là. Je vous réponds au nom de Cohn-Bendit, quoi qu'il ne m'ait pas chargé de répondre en son nom. Il me semble que c'est vrai, mais il n'a jamais dit que les conditions du mouvement de contestation étaient les mêmes chez les ouvriers et chez les étudiants. Il y a des méthodes. Ce qu'il veut, c'est un système entier est à rejeter. Il est à rejeter parce que aussi bien le jeune ouvrier qui arrive devant sa machine semi-automatique avec 15 jours d'apprentissage et puis qui voit là son destin, que le jeune étudiant qui arrive dans un cours avec un professeur qui lui apprend aussi dans quel système il va entrer, il lui apprend son destin de cadre. Aussi bien l'un que l'autre ont tout intérêt à sortir
des formes de contestation que le régime leur impose, car il y a une contestation qui est l'opposition de Sa Majesté dans le régime. Par conséquent, vous voyez, voilà ce qu'il y a de commun pour Cohn-Bendit. Mais quant aux formes de lutte, il est bien évident qu'il ne va pas, lui, enseigner aux ouvriers les formes de lutte qu'il faut prendre. Il se borne à constater l'unité des buts du jeune ouvrier qui refuse cette société où il est obligé d'entrer et du jeune étudiant qui la refuse aussi. Ah bon, alors c'est pas la seconde, alors. Je voulais dire simplement qu'à l'heure actuelle, pensez-vous que la bourgeoisie, finalement, ou la révolte contre la bourgeoisie, c'est simplement se séparer de son père et de sa mère, ou alors posséder une culture et une forme de contestation assez évoluée que le prolétariat que l'on peut entraîner ne possède pas, et finalement lui posséderait les ressources vives et la force nécessaire. Pensez-vous que l'on est bourgeois parce que l'on n'est plus bourgeois parce qu'on se sépare de son père et de sa mère, ou parce que l'on possède une culture et une forme d'expression que les autres ne possèdent pas? Si vous voulez, bourgeois de manière obligatoire. Je ne peux pas tout à fait répéter parce que je n'ai pas tout à fait compris. Mais il me semble que vous me demandez si on cesse d'être bourgeois parce qu'on se sépare de son père et de sa mère, ou si on cesse d'être bourgeois parce qu'on possède... Comment ça être bourgeois? Mais alors, justement, Je disais s'il suffisait de quitter son père et sa mère pour cesser d'être bourgeois. Ou alors, à l'heure actuelle, face au prolétariat, qui, lui, ne possède pratiquement pas toutes les possibilités d'évolution que possède la classe intellectuelle qui représente encore aujourd'hui la classe bourgeoise. Je vous demande si l'on n'est pas malgré tout bourgeois et malgré soi. Mais bien entendu, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais... rejoindre finalement deux formes d'expression qui me paraissent encore essentiellement différentes et très hermétiques l'une envers l'autre. Mais non, ce sont deux formes d'expression différentes, mais on a parfaitement le droit de les rejoindre, en ce sens que les gens, être bourgeois, c'est être aussi d'une certaine manière et à un certain degré victime de la bourgeoisie. Dans une société aliénée, tout le monde est aliéné, aussi bien les exploités que ceux qui sont du côté des exploiteurs. Et par conséquent, les étudiants qui veulent lutter ici contre leur aliénation de bourgeois, de fils de bourgeois, ce n'est pas du tout parce qu'ils quittent papa et maman qui cesseront d'être bourgeois. Ce n'est même pas parce qu'ils lutteront contre leur aliénation, mais simplement le seul chemin qu'ils peuvent avoir pour concevoir une société où ils ne seraient plus aliénés, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus aliéné qu'un cadre? Je ne voudrais pas vous faire pleurer sur les malheurs des cadres, mais si vous imaginez ce qu'est un cadre, c'est vraiment le type même de l'aliénation. Alors, que des jeunes gens aient horreur de ça, et qu'ils pensent que tout de même il y a quelque chose de commun entre ce qu'on fait d'eux, comme cadres, comme dirigeants dans des usines, dans des administrations, et ce qu'on fait de l'apprenti qu'on met au bout d'un mois ou de 15 jours comme ouvrier spécialisé à une machine semi-automatique, eh bien, il a raison de le penser. Il y a une question là. Oui, s'il vous plaît, je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'autogestion généralisée. Vous avez là un problème bien difficile, parce que si vous me parliez d'autogestion là où elle existe, par exemple à un certain moment en Algérie et à un certain moment aussi en Yougoslavie, je pourrais vous parler parce que ce sont deux exemples. Vous parlez de l'autogestion généralisée, je ne sais pas ce que ça peut être.
comme espoir. Mais et comme espoir, il est évident que c'est le seul. Seulement, il faut vous rendre compte que ça n'est pas facile. C'est tout ce que je veux dire. Par exemple, les expériences d'autogestion en Yougoslavie, qui n'ont d'ailleurs pas été faites, comme vous le savez, d'une manière radicale, enfin, elles ont souvent rencontré une certaine indifférence auprès de travailleurs qui n'étaient pas encore mis au niveau où ils pouvaient réclamer cela. Parce que se désintéresser de cela, parce qu'ils n'avaient pas vu ça avant, parce que c'était une période toute différente. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas aller sans quelque chose de tout à fait autre, qui est une auto-émancipation. C'est-à-dire que les gens ne peuvent faire de l'autogestion d'une manière que s'ils sont au niveau même où cette autogestion leur paraît absolument nécessaire. Moi, je ne verrai aucune difficulté en ce qui concerne, par exemple, les universités, puisque nous sommes au niveau où elles existent encore, à ce qu'on remplace même la cogestion par l'autogestion. Je trouverais ça absolument normal. Parce que, à ce moment-là, les professeurs ne seraient pas dedans comme un élément en face de l'autre, mais ils seraient fondus à l'intérieur, ils auraient le droit à la parole et à la gestion comme les autres. Ceci dit, je vous dis, nous n'en sommes pas là parce que je ne connais aucun exemple actuel, c'est l'espoir, c'est le seul possible, mais je ne connais aucun exemple actuel réussi d'autogestion complète. Mais c'est évidemment là qu'il faut parvenir. Bon, le camarade avec des lunettes là a la parole. Une seconde, s'il te plaît. Une seconde. Le camarade qui vient demander là. S'il vous plaît, attention, monsieur Jean Boiteux, S'il te plaît, les camarades, il n'est pas de la salle. La parole est ouverte. Camarade, je te dis silence. Tu as la parole. Tu as la parole, prends-la. coïncide avec une révolte latente dans les milieux populaires et les milieux ouvriers, dans certains pays du tiers-monde et dans la Tunisie à laquelle j'appartiens, la prise de conscience se situe beaucoup plus chez l'élite intellectuelle, quelques professeurs et un grand nombre d'étudiants, ce qui fait que notre mouvement dans ce genre de pays ne trouve pas d'écho dans les couches populaires. Alors, je veux vous demander, qu'est-ce que vous pensez que quelle forme d'après vous, doit revêtir ce mouvement intellectuel qui tourne en vase clos? Est-ce que, comme m'a dit l'agrégatif tunisien, que le problème se passe ici, en Occident, que quels que soient les rassemblements et les unités, dans nos pays, nous serons toujours déterminés par les pays capitalistes occidentaux, donc notre action doit se situer ici, en Occident, renforcer ce mouvement et lutter à un niveau qui est celui-là, ou bien dans nos pays réciproques. Je vous remercie. Je suis étonné que cet agrégatif vous ait déclaré que quoi que vous fassiez, vous dépendiez de l'Occident et que votre sort était dans l'Occident. Évidemment, la Tunisie est un pays en cours de développement et il est évident il est très difficile plus difficile de trouver un lien entre des
population rurale et des intellectuels contre des ouvriers et des intellectuels. Mais, enfin, ce qu'a dit votre camarade Hagriati, c'est comme si quelqu'un avait dit à Cuba en 1950, quoi que nous fassions, nous n'avons, il y a des intellectuels d'un côté, très peu d'ouvriers et énormément de paysans, quoi que nous fassions, nous dépendons de l'Amérique, et nous ne pourrons jamais rien faire d'autre que ce qui vient d'Amérique. Vous connaissez la suite. Eh bien, à mon avis, il est évident que je ne puis pas vous dire, moi, qui connais peu la Tunisie, par quels moyens vous devez arriver à trouver votre solution et à atteindre une unité avec les classes travailleuses, mais il est bien certain que vous n'avez de leçon à attendre de personne et que chaque pays du tiers-monde doit de la même façon avoir sa propre révolution soi-même et sans modèle occidental. Il vient d'arriver plusieurs questions par écrit. Nous en lisons une. La personne l'ayant posée lèvera la main pour inaugurer un dialogue avec le camarade Sarr. Pour vous, je lis la question. Pour vous, le but du mouvement actuel est d'instaurer une démocratie socialiste. Est-elle possible sans une dictature du prolétariat préalable? Qu'est-ce que vous entendez par démocratie dans une société de classe? Voilà une question que nous appellerons classique. Je pense, d'abord, qu'est-ce que vous entendez par démocratie dans une société de classe? Eh bien, j'entends une démocratie bourgeoise, ça n'est pas compliqué, une démocratie capitaliste. Nous savons tous ce que ça veut dire. C'est un ensemble de droits formels qui, évidemment, s'accompagnent toujours de leur démenti concret. C'est le droit de voter, mais ce n'est pas le droit d'avoir une paire de chaussures, par exemple. Non, nous savons fort bien ce qu'est donc une démocratie de classe, une démocratie formelle. Est-ce à dire que cette démocratie formelle doit être rejetée lorsqu'il y a une révolution socialiste? Est-ce qu'il est nécessaire de détruire tous les concepts démocratiques bourgeois au lieu de les remplir et de les changer? Est-ce que, sous prétexte qu'effectivement c'était des tromperies complètes, que le droit de vote est une mystification dans une société d'oppression et d'exploitation, est-ce que le droit d'exprimer sa pensée ne signifie rien puisqu'il est refusé à la majorité des gens, ainsi que la culture? Est-ce que de ce point de vue, donc, nous devons dire plus de libre expression de sa pensée, plus de liberté de réunion et d'association? Ou bien, au contraire, est-ce qu'à ces différents droits strictement formels et nuisibles quand ils sont formels, nous ne devons pas donner une substance et un sens nouveau? La dictature du prolétariat est-elle nécessaire? Je ne sais pas, mais je connais beaucoup de pays socialistes où il y avait une dictature et qui n'était pas celle du prolétariat. Et je ne crois pas qu'un certain nombre de mesures indispensables, évidemment, dans une société révolutionnaire et menacée, mesures d'ordre, de discipline indispensables, doivent nécessairement s'accompagner de la suppression de tout contenu démocratique au socialisme. Je pense au contraire que si l'on ne commence pas par poser que socialisme et démocratie ne sont qu'un, c'est-à-dire qu'il s'agit de libre accomplissement de la société et des individus par la société, et de la société par les individus, si on ne pose pas cela d'abord, eh bien, non seulement on perdra pour des années
la liberté, mais aussi peut-être bien le socialisme. De sorte que je ne suis absolument pas sûr qu'il faille commencer par ce qu'on appelle dictature du prolétariat. Surtout que, dans le vrai sens du terme, dictature du prolétariat, c'est la dictature exercée par l'immense majorité contre les derniers bribes, les derniers éléments d'une bourgeoisie